Salut, c'est Eric et vous écoutez le podcast Dojo. Le podcast Dojo sont des conversations en tête-à-tête avec des experts en bien-être, nutrition, préparation mentale et performance. C'est gratuit et c'est maintenant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Laurent Bertin. Laurent est hypnothérapeute. Il va nous expliquer comment améliorer nos performances en travaillant sur l'aspect mental. Apprendre à gérer la douleur, être le plus efficace possible pendant un cours et être au top mentalement pour une compétition. L'épisode numéro 1, c'est parti. Et ben voilà, ça y est, on est live. Bon, c'est le premier podcast Dojo, donc c'est le numéro 1. Aujourd'hui, on est avec Laurent, qui va nous parler d'hypnose, et comment l'hypnose s'applique aux sportifs, de haut niveau, ça c'est certain, mais aussi aux sportifs amateurs que nous sommes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours brièvement? Comment est-ce qu'on arrive à... Comment on devient hypnothérapeute? C'est le bon mot? Ouais, ça dépend. Enfin, il y a des gens qui disent praticien en hypnose, il y en a d'autres qui vont dire hypnothérapeute, hypnologue, hypnotiseur, peu importe en fait. Ok. L'appellation, quoi. Hypnothérapeute, il y a un terme thérapeute dedans, donc ça, c'est pas forcément toujours... moi, c'est hypnothérapeute. Voilà. D'accord. Alors, comment on devient hypnothérapeute? Comment on devient hypnothérapeute? Bah oui. À travers des formations déjà, parce que ça s'apprend, c'est juste un outil de communication, l'hypnose. C'est apprendre à utiliser les mots, le langage, qu'il soit verbal ou non verbal, pour se connecter un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur des gens, en fait. Très souvent, dans tout ce qui est comportement, thérapie, les gens, ils savent consciemment ce qui va pas, ce qu'ils veulent pas, pourquoi ils sont comme ça. Il y a plein de thérapies, on va te dire, voilà, t'es comme ça parce que ça vient de tel truc, telle cause, mais les gens ils disent ok, je sais tout, pourquoi c'est comme ça, mais ça change pas. Donc on travaille à un autre niveau, plus le niveau des comportements à l'intérieur des gens, le niveau émotionnel très souvent aussi, pour que tout le corps et toute la personne en fait soient alignés dans la même direction, qu'il n'y en ait pas une qui va dans un sens et une qui va dans un autre. Et ça s'apprend au travers de formations. Moi j'ai fait l'Arche, d'accord. J'ai été informaticien pendant longtemps. Ah, l'informatique. Voilà. Et puis j'ai rencontré Kevin Finel, qui est le directeur de l'Arche, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, sur les jeux vidéo. Puis j'étais curieux, moi. Il m'a dit tiens, je fais de l'hypnose et tout ça. J'étais un peu sceptique à l'époque. Et puis un jour, il m'a dit je lance mon école de formation, je vais faire des formations, etc. Et donc je lui ai dit écoute, moi ça m'intéresse, je suis curieux, je voudrais voir comment ça se passe. Et donc je l'ai invité à la maison, puis il m'a fait une première semaine de formation en hypnose. J'ai appris les outils de communication de base, comment se mettre en synchronisation, on appelle ça, c'est le rapport à l'autre, ce qu'on fait très naturellement avec les gens qu'on connaît, les proches. Typiquement, penser à la même chose en même temps, être sur le même rythme. Un couple, souvent, il marche au même pas, la même façon de bouger, il s'assoit de la même façon. Quelque chose de très naturel, mais de le provoquer, d'en prendre conscience pour le faire avec tout le monde. Ça facilite le rapport, la relation de confiance. Les outils de communication du langage aussi, la façon dont on parle. Les gens, typiquement, moi j'appelle le syndrome du faut que je dorme, quoi. C'est faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. C'est difficile de s'endormir le soir quand on pense ça. Donc apprendre à penser, à parler et à l'utiliser pour aller dans une direction qui convient. J'avais fait cette première semaine-là et puis après le temps a passé, j'habitais Marseille à l'époque, j'avais le premier enfant qui était en route, j'avais d'autres projets professionnels. Mais ça m'a trotté pendant un moment dans la tête, je me disais ça me plaît bien, ça, je pensais à un truc pour moi. Toujours eu envie, j'ai toujours regretté en fait de ne pas avoir choisi métier comme médecine, chirurgien, quelque chose comme ça, quoi. Là, on fait quelque chose pour les gens. Voilà, aider un peu les gens, c'est une façon pour moi de me sentir utile, on va dire. Après, informatique, c'est pas pareil, les ordinateurs. Et puis, j'ai refait la formation en 2004 sur Paris, puis en 2006. Puis un jour, j'ai fait une forme d'auto-hypnose, en fait, je me faisais chier à mon boulot. Même s'il y avait une bonne ambiance et plein de gens intéressants, mais ce que je faisais me plaisait pas, je me voyais pas continuer.
Je me suis projeté 30-40 ans plus loin. J'ai cru que tu allais me dire faut que j'arrête, et que tu n'arrivais pas à arrêter. Ouais, mais il y avait un peu de ça. Donc, j'étais responsable informatique dans une grande banque française, je gagnais bien ma vie, j'avais 4 enfants derrière, donc c'est pas non plus toujours facile de changer de métier. Je me suis projeté 30-40 ans plus tard et je me suis retourné sur ma vie en me disant tiens, si je continue ce métier-là qui me plaît pas, comment je me sens? Je me sentais vraiment pas bien. On pourrait même dire que parfois c'est le mal du siècle, tous ces gens coincés dans leur boulot. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai changé de boulot. Puis en même temps, ma femme, ce qui m'a pas mal aidé, elle changeait aussi de travail. Donc je me suis dit pourquoi elle et pourquoi pas moi. Et donc j'ai quitté ça, j'ai fait toutes les formations possibles et imaginables. Puis aujourd'hui, je suis hypnothérapeute, je suis formateur en hypnose à l'Arche. Et puis c'est chouette. Alors quand tu dis que tu es formateur, tu formes les futurs hypnothérapeutes. Oui. Donc ça c'est une partie de ton boulot. Et l'autre partie c'est d'aider les gens, d'aider le public. C'est en cabinet, d'accompagner les gens dans le changement. On pourrait parler de thérapie, mais c'est plus réservé à d'autres... Ouais, ça fait un peu peur le thérapie. De médecine, mais thérapie brève, on va dire. Même si j'aime pas trop le terme thérapie, mais bon, c'est un terme qui parle aux gens quand même. Typiquement, derrière de la perte de poids ou certaines choses, il peut y avoir plein de comportements associés à tout ça. Il y a des problématiques ou des apprentissages du passé, donc on travaille sur certains éléments, mais l'avantage de l'hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, ni pourquoi c'est là. Une métaphore que j'utilise souvent, c'est la métaphore du parachute. C'est comme quelqu'un qui a un problème, c'est comme s'il est coincé, accroché à un parachute dans un arbre, dans une forêt. Il a les pieds qui pendouillent dans le vide. Et lui, tout ce qu'il a envie, c'est de se décrocher et de sortir de la forêt. Il y a beaucoup de thérapies, on va dire, pourquoi vous êtes sur cet arbre-là, et pas sur celui d'à côté, la couleur du parachute, quel avion vous a posé ici, tout ça. En fait, on s'en fout un peu. Ce qui intéresse les gens, c'est de décrocher le parachute. Donc c'est un peu ça qu'on fait en hypnose, solution un peu plus rapide. C'est une forme de pragmatisme dans le fait de trouver des solutions. Il n'y a pas de cause forcément. C'est pas forcément intéressant de connaître la cause, même si parfois les gens l'évoquent de fait. Et tiens, ça me rappelle ce truc-là et on va travailler là-dessus pour recadrer l'expérience. C'est toute expérience. On peut en tirer un apprentissage de quelque chose, même des choses assez dramatiques et des choses horribles. Il y a des gens qui peuvent, je sais pas moi, vivre un attentat par exemple et en survivre. Il y en a qui vont choisir, entre guillemets, d'être déprimés et pendant 20 ans ou 30 ans de se sentir seuls, malheureux et tristes parce qu'ils ont survécu à ça, qu'ils ont vu des gens mourir. Et puis il y en a d'autres qui vont vivre la même chose et qui vont se dire si j'ai survécu à ça, c'est que je dois apporter quelque chose, que j'ai peut-être une mission de vie ou quoi. Et qui se mettent à créer des associations, à changer le monde avec ça, de par cette expérience-là. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont choisi ce chemin-là plutôt que d'autres? C'est un peu ça aussi qu'on fait en hypnose, c'est à partir de certaines expériences, les recadrer, on ne peut pas changer le passé, mais c'est travailler ça d'une autre façon pour aider les gens à avancer dans une direction qui leur convient. C'est marrant parce que c'est quand même une vision assez, je crois que c'est assez bouddhiste de dire on peut pas changer le passé et on connaît pas le futur. Ouais. Donc ce qu'il faut c'est profiter du présent. Je trouve que c'est toujours une belle phrase pour ceux qui traînent des casseroles ou ceux qui savent pas où ils vont aller. De toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, il faut prendre les jours les uns après les autres et tout va s'arranger. On peut pas changer le passé, mais le passé peut influer beaucoup sur le présent. Et sur la perception de l'avenir, parce que finalement, l'hypnose, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Les gens s'auto-hypnotisent en permanence. Les gens sont très très forts à utiliser leur tête pour aller mal. Oui. C'est-à-dire qu'ils anticipent l'avenir, ils disent merde, si je fais ça, ça va mal se passer. Et puis, pour une prise de parole en public, par exemple, quelqu'un va se dire ah non, je vais avoir l'air ridicule, je vais dire que des conneries, les gens vont me juger, je vais me sentir mal, et puis ça crée de l'anxiété. Alors qu'il ne se passe rien, ils sont toujours assis chez eux, en fait. C'est une forme d'auto-hypnose. Il y a des gens, ils vont plutôt penser d'une autre façon, plus positive, qui va amener d'autres sensations. De la même façon, le passé peut résonner au présent, mais empêcher d'avoir certaines peurs, certains comportements à l'intérieur. Donc moi, en tout cas, dans ma façon de travailler, en hypnose, je travaille beaucoup sur les peurs, qui tiennent pour moi la plupart des problématiques. Il y a la peur de changer, il y a les peurs fondamentales, que j'appelle ça, un
rapport à la perfection, souvent, enfin la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas appartenir à un groupe, la peur de ne pas être aimé, enfin ce genre de choses-là, qui peuvent créer des comportements qui sont à contrôler, qui sont une forme d'auto-hypnose en fait. Je pense que l'hypnose, c'est plutôt déshypnotiser les gens d'un comportement qu'ils ont déjà, que de les hypnotiser vers autre chose, quoi. C'est pas un truc qu'on perd le contrôle ou quoi, c'est reprendre le contrôle sur soi-même en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis sur la perfection, j'ai beaucoup l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont par pression sociale, ou je sais pas, sont dans une espèce de quête de la perfection, ce qui est évidemment une quête qui est vouée à l'échec. On ne peut pas devenir parfait. Par contre, c'est toujours intéressant de se dire que comment on va faire pour être meilleur un jour après l'autre, une semaine après l'autre, ou même une heure après l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les choses avancent dans le bon sens, vers le mieux? Alors, c'est souvent, j'imagine, un blocage fort, c'est aussi les fondements de la procrastination, où avant de lancer un projet, il faut que tout soit parfait, avant d'aller faire une présentation, il faut qu'on soit absolument sûr de tout, et du coup, j'en profite pour revenir sur ce que tu disais au début. Tu as parlé du traumatisme d'un attentat, par exemple, mais tu peux parler aussi, on a parlé aussi de la cigarette. Donc j'ai l'impression que finalement l'hypnose peut aller dans le sens des choses, je ne veux pas dire futiles, mais peut-être des choses assez simples. On entend beaucoup l'hypnose pour arrêter de fumer ou perdre du poids, mais l'hypnose peut aussi résoudre des problèmes peut-être plus graves, plus profonds, comme des traumatismes forts, comme un attentat ou un accident. Moi, il y a une différence entre... Il n'y a pas de niveau, j'ai envie de dire, dans la problématique des gens. On parle de perte de poids, pour certaines personnes, c'est pas grave, c'est pas fondamental. Mais pour d'autres qui se battent avec ça depuis 30 ans, et qui se bouffent la vie à penser à la bouffe toute la journée, ça peut être quelque chose de très lourd à porter. Oui, c'est un calvaire. Même pour les gens qui ont essayé d'arrêter de fumer depuis des années, etc., et qui ont l'impression de lutter contre eux-mêmes en permanence. C'est pas un plaisir de ça. Il y a aussi traumatisme et micro-traumatisme, que j'appelle ça. Typiquement, un micro-traumatisme, ça peut être quelqu'un qui a peur de ne pas aller en public aujourd'hui. Inconsciemment, peut avoir une relation à un moment, je dis n'importe quoi, dans son enfance, où il était à l'école, il passait dans la classe, et la prof lui a dit « mais c'est nul ce que tu fais ». J'appelle ça un micro-traumatisme, parce qu'à l'époque, ça s'est collé à l'intérieur. Et comme je dis souvent, tout ce qui est émotionnel colle. D'accord ? Typiquement, je dis à la plupart des personnes que je rencontre, tiens, qu'est-ce que faisiez le 11 septembre 2001 ? Tout le monde se souvient de ce qu'ils faisaient le 11 septembre 2001. La première fois qu'ils ont vu les images, avec qui ils étaient, où ils étaient, etc. Si je leur demande qu'est-ce que vous faisiez il y a 3 jours à 11 heures, les gens ne savent rien du tout. À moins qu'il y ait eu une attache émotionnelle forte. Donc dès qu'il y a une colle émotionnelle, c'est un souvenir, ça reste quelque part à l'intérieur, ce que j'appelle la résonance émotionnelle. Si je reprends l'exemple de la prise de parole en public, si un enfant qui a vécu ça à l'école, ça a collé, qui s'est senti nul, différent des autres, pas comme les autres, pour peu que la classe s'est un peu foutue de sa gueule, mais pas avec une mauvaise intention, c'était c'est resté quelque part et ça peut résonner et redéclencher des comportements de peur, de regard de l'autre, etc. Après, la perfection, dans ce que tu disais tout à l'heure, dans tout comportement, il y a une partie qui est utile. C'est souvent pour ça que les gens ne changent pas. C'est qu'il y a une partie qui est tellement utile, par exemple, dans le rapport à la perfection, que les gens n'ont pas envie de lâcher ça. C'est ce qui fait qu'on s'améliore, qu'on progresse, qu'on essaye d'évoluer, de changer. Mais quand cette peur-là est tellement forte, ça devient un problème. Donc on dit souvent que derrière toute peur, il y a un désir. C'est remplacé par le désir qui est derrière la peur. Quelqu'un qui a peur de ne pas être parfait, peur de ne pas être aimé, ou peur de ne pas être à la hauteur, peu importe sous quelle forme ça prend, en intégrant ça à un autre niveau comme le désir de bien faire, le désir de s'améliorer, d'apprendre par ses erreurs et ses échecs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on a appris à marcher. Il paraît qu'on tombe 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Donc personne n'est choqué de voir un bébé marcher et se casser la figure. Même on encourage le bébé qui a l'air juste à peine de se mettre à genoux pour commencer à marcher. On lui dit « Oh, ça y est, tu marches » et tout ça. On les encourage à faire ça. Est-ce qu'on oublie de faire un peu plus tard avec les enfants ? Donc, ou les adultes. Même les adultes. Donc c'est tout ça l'hypnose c'est vraiment désactiver certaines résonances émotionnelles et c'est redonner du choix aux gens. S'ils ont envie d'être mal à l'aise quand ils parlent en public, ils peuvent choisir de l'être parce que ça les arrange. Après on peut les consoler, les réconforter. Je plaisante, mais
Mais leur redonner du choix, savoir quand ils ont un comportement que c'est un choix, pas un automatisme. Ils peuvent choisir d'être comme ils ont envie d'être en fait. En tout cas, ils sont en contrôle, entre guillemets, ils sont en pouvoir de choisir un chemin ou l'autre. Alors, tu parles de contrôle, c'est ce que je dis aussi souvent aux gens, c'est on a tendance souvent quand on a des problèmes à essayer de contrôler des choses qui ne dépendent pas de nous. Contrôler des choses à l'extérieur. C'est mon mari ceci, ma femme, ma copine cela, et si seulement elle pouvait changer, je me sentirais mieux, etc. Mais c'est une quête sans fin, ça, parce qu'on ne peut pas contrôler ce que pensent les gens. Si je reprends encore l'exemple de la prise de parole en public, les gens jugent de toute façon. On ne peut pas les empêcher de juger. Absolument. Donc, vous pouvez toujours essayer de contrôler le regard des autres à ce moment-là. Bon courage. C'est reprendre le contrôle sur les choses que les gens peuvent contrôler. C'est comme la météo. Si vous êtes sentez mal à chaque fois qu'il ne fait pas beau, c'est pareil. Des choses que vont être difficiles de contrôler. C'est Tiger Woods qui disait ça à une époque, le joueur de golf. Il demandait comment il faisait pour jouer sous la pluie et tout ça. Il dit, je m'occupe que de ce que je peux contrôler. La météo, la pluie, je ne peux pas la contrôler, je m'occupe de moi. Et on a une tendance, en tout cas en France, beaucoup, à se tourner vers l'extérieur. Et à s'occuper beaucoup de ce qui est à l'extérieur de soi. Et les gens oublient de se regarder un petit peu de l'intérieur. Il y a combien de personnes qui prennent le temps vraiment de fermer les yeux, d'écouter leurs émotions, de regarder ce qu'elles veulent dire, ce qu'il y a derrière tout ça? Il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc c'est apprendre aussi à ça, à s'écouter soi avant de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, ça, on projette vite. Enfin, d'abord, je pense que pour beaucoup, c'est compliqué de prendre ses responsabilités. C'est vite facile de jeter la pierre et de dire c'est la faute de l'autre ou c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Quand on déjeunait en pleine power, juste avant de commencer ce podcast, tu parlais du golf et donc tu as reparlé de Tiger Woods. Ouais. Notamment, tu disais que l'hypnose avait pu aider certains joueurs de golf. Oui. Alors que comment c'est possible? C'est en fait, il y a beaucoup de sportifs. Je prends l'exemple du golf parce que c'est une pratique que moi je fais. Mais dans beaucoup de sports, il y a des sportifs vont dire à un moment donné, quand j'ai fait cette compétition, quand j'ai fait ce truc-là, j'étais comme dans une bulle. J'ai l'impression que je savais à l'avance tout ce que j'allais faire. Que dans le sport de combat, par exemple, il y en a qui vont raconter que c'est l'impression que leur adversaire bougeait au ralenti, qu'ils avaient le temps de réfléchir, de penser stratégie, tout ça. C'est une forme d'état d'hypnose, ça. C'est comment la réutiliser, l'amplifier, la recréer et apprendre à couper. Ce qu'empêche d'avoir ça. Car souvent, quand on n'a pas ça, c'est qu'on est beaucoup dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion, et qu'on cherche à contrôler quelque chose que l'inconscient sait faire beaucoup mieux. C'est comme essayer de contrôler sa marche. C'est rigolo de voir les acteurs où on leur demande tiens, montre-moi comment tu marches. Fais quelqu'un qui marche normalement. Ils trébuchent, ils n'arrivent pas à marcher. C'est réapprendre consciemment à contrôler quelque chose qui est fait très naturellement inconsciemment. Et donc c'est laisser faire une partie du corps. Ce qu'on voit dans les grands sportifs, typiquement, souvent je cite l'exemple des Jeux Olympiques d'hiver, on voit avant la descente, où les skieurs qui font les slaloms, ils descendent à 130, 140 km/h des pistes qui sont quasiment à pic, entre des poteaux, ils n'ont pas le temps de consciemment de penser à tout ça. Ils disent pas je vais mettre le ski comme ça, le bâton comme ça. Voilà, on ne pense pas à ça. Donc on les voit souvent avant la descente se poser sur leurs chaussures et mimer et vivre la descente avant. Ils font de l'auto-hypnose en fait. Là. Ils sont en train de créer dans leur imagination la réalité de la descente derrière. Et une fois qu'ils sont sur les skis, qu'ils sont partis, ils laissent faire. C'est un lâcher-prise complet. Donc c'est apprendre à lâcher prise dans certaines activités sportives pour laisser faire le corps qui sait faire les choses beaucoup mieux que nous. Quoi. Comme essaye de contrôler ta respiration. Elle va changer au moment où je t'en parle. Mais au bout d'un moment, si tu essaies de la contrôler en permanence, ça t'occupe l'esprit. Le conscient, il ne peut pas gérer 50 milliards de trucs en même temps. Il faut juste lâcher prise et laisser faire. Quand tu parlais du lâcher prise, il y a des mots qu'on retrouve régulièrement chez les sportifs de haut niveau, et notamment, parce que c'est un peu notre thème, c'est le thème de Dojo, c'est les sports de combat. On a souvent des interviews après combat, ou quand ils sont dans des salles où il y a beaucoup de monde, où il y a 50 000 personnes, on dit alors... La foule était en délire, c'était incroyable, on n'a jamais entendu un bruit pareil. Et le sportif dit, non, j'ai pas trop fait attention. Ouais, à partir du moment où souvent t'entends, pour les gens qui suivent l'UFC, donc le MMA, qui disent à partir du moment où la cage se referme,
j'entends le bruit du verrou, et après, j'entends plus rien d'autre, en fait. C'est une forme d'ancrage, on appelle ça en hypnose, en fait. D'accord. Comment un son, un geste, Un crée rituel, automatiquement un état, une forme de rituel, en fait, rappelle automatiquement un état déjà connu. Et l'hypnose, c'est aussi un état d'hyper-absorption. C'est trouver la capacité d'absorber dans quelque chose, mais de focaliser l'attention. Souvent, on a des problèmes quand on a une attention qui est portée sur quelque chose de particulier, et porter l'attention sur autre chose permet souvent justement de lâcher prise, de s'occuper de sensations, de laisser faire aussi. Lâcher prise, ça veut dire tout et rien en même temps. C'est différent pour chaque personne. Mais c'est vraiment cette notion, surtout dans le sport, d'être aligné, d'être centré avec soi-même. On parle beaucoup de ça souvent dans les sports de combat. Oui. Une espèce de centrage. Être en confiance avec son corps aussi, en fait. De le laisser faire ce qu'on lui a appris à faire au travers des entraînements, etc., etc. Ça sert à ça, l'entraînement. C'est d'apprendre à son corps. C'est ce que font les pilotes de chasse. C'est pas pour rien qu'ils font des simulateurs. On leur apprend à réagir à certaines difficultés. Comme ça, quand ça arrive, c'est automatique. C'est apprendre ça aussi. Est-ce que du coup, on a parlé du golf, on a parlé des sports de combat, c'est un trait commun qu'on peut retrouver dans le haut niveau partout. Et est-ce que ma question, elle est sur deux sujets. Est-ce que certains sportifs ont ça naturellement, ou c'est parce qu'ils sont sportifs de niveau qu'ils ont accès à des thérapeutes, des praticiens, des gens spécialistes qui les aident à faire ça, ou est-ce que le commun des mortels peut, tout seul comme un grand, arriver à ces états un peu de concentration et de laisser aller? Il y a des gens qui ont ça très très naturellement. C'est souvent des gens, on va dire, il a beaucoup de talent, beaucoup de réussite. Un jour, on parlait avec Sébastien Loeb, justement, on lui demandait s'il était suivi, s'il avait un coach et tout ça. Il dit non, moi j'ai pas besoin, ça marche bien dans ma tête. Il disait ça en rigolant. Et ça marche vite, ouais. Mais il l'a déjà naturellement. Il a appris, ou peut-être qu'on lui a appris dans l'enfance, à contrôler que ce qu'il pouvait s'occuper, à s'occuper de lui, et pas forcément de ce qui se passait à l'extérieur. Comment gérer ça? C'est aussi une forme de résilience. C'est les gens qui sont... Voilà, Sébastien Loeb, si je reprends son exemple, qui est 9 fois champion du monde, je crois, en rallye. Il a eu probablement des accidents et des sorties de route et des choses comme ça, mais ça va peut-être... faire peur à certains pilotes après et les empêcher de mettre le pied au plancher, mais lui, il passait à autre chose, ça fait partie du jeu. L'échec, l'erreur, ça fait partie de ça. Et typiquement dans les sports, surtout les sports de combat, il y a la peur d'être blessé, il y a la peur de faire mal aussi souvent. Oui. Puis d'autres peurs probablement liées à ça, et de les redescendre à un niveau qui n'empêche pas la personne de se donner à fond et de lâcher prise justement. La peur pour moi est fondamentale parce que on est des machines à avoir peur. Si on n'est pas là aujourd'hui, cet instinct de survie qui est en nous qui fait que quand il y a un mouvement brusque sur un côté ou quoi, on a une tendance à réagir. Quand on marche dans la forêt, qu'il y a une brindille qui bouge, qu'on prend pour un serpent, le corps réagit avant même qu'on ait pris conscience qu'il y avait quelque chose. Et c'est reprendre le contrôle de cette partie-là. Et la rassurer sur certaines peurs et garder ça dans un certain contexte. D'accord. Alors du coup, est-ce que quelqu'un qui vit ses peurs aujourd'hui, ou quelqu'un qui est très bon mais qui n'est pas forcément le champion du monde, qui est Loeb, est-ce que donc il peut avoir accès aujourd'hui, sinon on ne lui a pas appris peut-être on appelle ça un naturel, hein, comme Loeb, est-ce qu'il peut apprendre? Est-ce qu'on peut travailler ça? Est-ce que c'est comme un muscle? Est-ce que ça s'entraîne comme la technique? Le cerveau est un muscle en fait. Donc ça s'apprend. À propos du cerveau est un muscle et de ce que tu es en train de dire, il y avait bien sûr que ça s'apprend. Il y a des hypnos qui sont spécialisés dans l'accompagnement mental des sportifs. C'est les domaines de prédilection, mais même quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans le sport peut accompagner quelqu'un dans justement désactiver certaines peurs, amplifier certains désirs, dans l'apprentissage aussi. On apprend plus vite souvent avec les émotions, par exemple. Il y a plein de formes d'apprentissage qui sont différentes, mais je ne sais plus pourquoi je disais ça exactement. Mais... On parlait de l'apprentissage, de se laisser aller, de se lâcher prise.
Ouais, oui, le cerveau Qui est un muscle. qui est un muscle. Ils avaient fait une étude aux États-Unis il y a quelques années où il y avait 2 classes d'enfants et des enfants qui n'étaient pas très bons à l'école, qui avaient de mauvais résultats, indisciplinés, etc. Ils avaient divisé cette classe-là en 2 groupes. Et un groupe, il leur avait expliqué que le cerveau était un muscle, qu'en continuant d'apprendre, en travaillant, leur cerveau allait apprendre, à mieux apprendre. Et puis un autre groupe où on leur a rien dit. Et dans le groupe où on avait expliqué que le cerveau était un muscle, il y a un enfant qui a dit « Ah bon, bah, je suis pas obligé de continuer d'être nul, alors je peux apprendre à faire autrement ». Et cette classe-là, juste en leur ayant dit ça, ils ont eu de meilleurs résultats à la fin de l'année. Prendre conscience que le cerveau, c'est un muscle, c'est des connexions neuronales à l'intérieur, et juste que le cerveau a tendance à prendre toujours le même chemin, l'automatisme qui a été pris à un moment donné, et de le couper. Il n'y a qu'à voir un sportif qui a l'habitude de faire un geste mais qui n'est pas parfait techniquement. Réapprendre ça est assez compliqué souvent. Parce qu'il faut désactiver tous les apprentissages d'avant avant de pouvoir en mettre un autre en place. Et souvent l'hypnose aide à ça aussi. C'est de désactiver des ancrages pour en mettre d'autres à la place. Ça facilite le travail soit dans l'apprentissage technique, soit dans l'apprentissage émotionnel. Ça me rappelle ce que tu disais, ou qu'on rappelait au début, il faut que j'arrête de fumer, ou il faut que je maigrisse, et souvent quand on est dans son sport, qu'on sait très bien qu'on a des lacunes, on se dit il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ou il faut pas que je prenne le coup, ou il faut que je me baisse, ou est-ce que c'est ces espèces d'appels conscients à de la technique, est-ce que finalement c'est pas complètement l'opposé du lâcher prise où on est dans une espèce d'automatisme? Est-ce que déjà ça marche de se dire, c'est pas moi, on parle de tennis par exemple, il faut que je prenne la balle plus tôt, il faut que je prenne la balle en avant, ou il faut que je cours à la balle. Est-ce que ça c'est des choses qui vont dans le sens du mieux, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent te freiner? Ouais, elles vont dans le sens du mieux quand c'est pris comme un feedback. Ça veut dire que si tu fais une compétition de MMA ou de sport de combat, que tu t'es pris un coup parce que tu t'étais pas baissé sur tel ou tel geste, tu prends le feedback, tu dis tiens, ce serait bien que j'apprenne à gérer ça. Ce genre de coup-là, comment les parer, comment les esquiver, peu importe. Mais c'est pas le moment d'y penser quand tu es dans le combat. Ah, d'accord. Donc c'est parasitaire. C'est parasitaire parce que le conscient est très 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 lent par rapport à ce qui se fait inconsciemment. Et en plus, ces pensées, c'est souvent des pensées inconscientes. On pense que consciemment on contrôle plein de trucs, mais c'est beaucoup l'inconscient qui réagit avant. L'étude de Benjamin Libet qui avait été intéressante là-dessus, c'est on est quasiment capable on demande à une personne d'appuyer sur un bouton à gauche ou à droite, avec la main gauche ou avec la main droite. Et avec un scanner IRM, l'observateur est capable de prévoir 5 secondes à l'avance quel bouton la personne... 5 secondes 5 secondes à l'avance, quel bouton la personne va appuyer. Et c'est juste au moment où la personne a conscience qu'elle appuie sur le bouton droit que l'opérateur de l'IRM savait déjà 5 secondes avant qu'elle allait appuyer sur le bouton droit. Donc ça pose plein de questions sur le libre arbitre, sur tout ça. Mais le cerveau est un ensemble de parties différentes qui réagissent entre elles et qui communiquent. Et les mots qui sortent sont souvent une interprétation de ce qui s'est créé à l'intérieur. Donc ces phrases-là qui viennent, c'est peut-être une partie de la personne qui a peur de prendre le coup, etc. Donc désactiver ça peut couper cette espèce de dialogue intérieur qui est là en permanence dans un combat ou dans un match de tennis. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever l'aspect stratégique qui est intéressant. Mais dans un combat, c'est intéressant de penser, d'observer l'autre, de regarder sa faiblesse, la faiblesse de sa garde, la faiblesse de son geste, de sa technique à lui, pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est une espèce de transe tournée vers l'extérieur, on va dire. C'est de faire le vide à l'intérieur pour être vraiment connecté à l'autre en face et voir tous ses mouvements, tous ses défauts. Il y a plein d'exercices super pertinents là-dessus, la vision périphérique, c'est-à-dire défocaliser le regard complètement, ce que font la plupart des gardes du corps, ou ceux qui contrôlent les foules et qui les observent. On voit bien avec ce genre de vision une personne qui ne marche pas au même rythme que le reste de la foule. C'est souvent quelqu'un qui a une intention qui n'est pas la même que la foule. Il y a plein de techniques d'auto-hypnose et d'hypnose en général qui permettent justement de gérer ça d'une autre façon et couper ce dialogue intérieur qui est néfaste car il est lent. D'accord, donc l'idée c'est plutôt quelque part d'arrêter de se parler à soi
Quand on est dans l'action, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me baisse, il faut que je... Mais plutôt de dire... d'arrêter de se parler, mais plutôt d'essayer de regarder l'autre ou d'écouter son adversaire ou de ressentir son environnement.